Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On était censé avoir deux invités ce matin. Problème de coordination, l'un des invités ne pourra pas participer à cette émission. C'est Reynald Lubéry, secrétaire général du Conseil des ministres, qui est auteur, qui est écrivain. C'est lui qui est avec nous ce matin. Reynald Lubéry, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci de pouvoir répondre aux différentes questions qui vous seront posées tout au cours de cette émission. Bonjour Wendell Théodore, bonjour à tous les amis téléspectateurs, auditeurs de Métropole. C'est un réel plaisir pour moi d'être là ce matin. Alors, évidemment, on va parler de cet ouvrage, le dernier en date, Au nom d'une fille, un titre assez impressionnant, Au nom d'une fille. Avant de vous demander ce que cela veut dire, est-ce que vous parlez de votre fille ou bien d'une fille en général? Et permettez que j'aborde avec vous quelques points d'actualité. D'abord, cette rencontre tenue hier au Palais national entre les membres du secteur privé des affaires et le président de la République. Vous pouvez nous en parler? Malheureusement, je n'ai pas pris part à cette rencontre, mais je sais qu'elle s'inscrit dans le cadre du dialogue en fait, que le président de la République veut instaurer avec tous les secteurs de la nation. Et je pense que c'était important en fait, de dialoguer avec le secteur privé des affaires. Il y a des décisions du gouvernement en fait, qui ont été commentées par-ci et par-là, par les uns et par les autres. Donc c'était quand même un exercice assez utile. Je me rappelle, vous avez dû intervenir une fois à la rubrique Le Point au téléphone pour placer votre mot, alors que l'on recevait l'économiste William Savary. Et si vous maintenez la position que vous avez avancée ce jour-là? Non, c'est sûr. En fait, c'est une position qui est une position de bon sens, je dirais. C'est qu'on ne peut pas être haïtien, on ne peut pas être en Haïti, on ne peut pas avoir une monnaie consacrée par la Constitution et utiliser en fait une autre monnaie pour toutes les dépenses en fait, pour la consommation au quotidien. Je peux comprendre qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui doivent en fait acheter des choses à l'étranger, donc qui sont dans l'obligation d'avoir en fait des devises étrangères. Mais entre vous et moi, Wendell Théodore, pourquoi si on va dans un supermarché ou si on va à un spectacle, on doit payer en dollars, ça n'a pas de sens. Pourquoi si on va au restaurant, on va consommer de la banane ou de la patate, en fait, produite en Haïti, produite à Belader, à Kinskov ou ailleurs, on doit payer en dollars, ça n'a pas de sens. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez faire par rapport à ceux qui affichent leur propre taux? Par exemple, dans certains endroits, si on va alors que le taux de référence ce serait entre 64 et 66 gourdes, mais dans certaines entreprises, on affiche 70 gourdes pour un dollar et les autorités ne disent rien. Je pense que c'est un manque de respect pour le consommateur et c'est un manque de respect en fait pour la République d'Haïti parce que la République en fait fonctionne avec des lois. Les gens peuvent faire ça, ils peuvent avoir en fait un peu de laxisme du côté d'un certain nombre de responsables. Le ministère du Commerce en fait est là, doit assumer ses responsabilités. La BRH doit assumer les siennes. Et le ministère des Finances aussi doit assumer ses responsabilités. Et il y a une seule institution dans le pays qui fixe en fait le taux du jour, c'est la BRH. Donc chacun ne peut pas se transformer en fait en agent de change ou même en pas, bureau de change. On a même dit que la BRH ne fixe pas. La BRH se réfère au taux en cours sur le marché pour afficher quelque chose. Alors la BRH en fait utilise des mécanismes de marché. C'est-à-dire, la BRH donne un taux moyen. On regarde, en fait, à combien ça se vend sur le marché et donne un taux moyen, qui c'est en principe, en fait, de libre marché. On appelle le taux de référence. Le taux de référence de la BRH, en fait, qui se base sur un principe où le marché a une certaine capacité d'autorégulation. Mais il faut que les gens se disent que cette capacité d'autorégulation fonctionne quand les agents se comportent, en fait, comme des agents économiques et non comme des rentiers. Parce que si les gens
s'entendent entre eux, si les gens en fait ne laissent pas justement au mécanisme de marché de faire leur travail, je dirais, eh bien à ce moment-là, en fait, le travail de la Banque centrale est un travail erroné. Donc il faudrait vraiment que tout un assume ses responsabilités parce qu'en fait, à la longue, et tout le monde va perdre. Et quand nos institutions sont faibles, quand on n'arrive pas à mettre les infrastructures dans le pays, hier en fait on s'était réveillé avec l'actualité concernant le sénateur qui a eu un malaise en fait. Il se trouve qu'il avait subi un AVC et un accident cardiovasculaire et cérébral. Et ensuite on a vu l'état de nos infrastructures sanitaires. Et peu importe la personne, peu importe son degré de richesse, dans ces cas-là, en fait, on aurait été victime. Donc je pense que tous les citoyens, tous ceux qui vivent sur cette terre, doivent se dire que leur comportement va avoir en fait des incidences sur le devenir collectif, y compris le leur. Et ça, c'est très important. Bon, je suis bien content que vous ouvriez cette parenthèse. Et je me demande si on doit la fermer tout de suite. Si on doit rester sur les problèmes d'ordre infrastructurel en Haïti qui obligent les officiels à se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Pourquoi? Bon, je pense qu'il y a des choix et politiques qui ont été faits et qui n'ont pas nécessairement été les bons. Je pense qu'il y a un travail d'accompagnement qui devait se faire, qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, il y a des choix importants à faire. Il y a choisir entre l'utile et le nécessaire. Choisir, en fait, concrètement... Excusez-moi si je vous interromps, je dois préciser que je ne suis pas contre la décision prise par les autorités d'envoyer le sénateur Marcellus à l'étranger pour se faire soigner. Mais nous avons l'impression, ou encore le public pense, que c'est automatique. Pour des consultations, on se rend à l'étranger. Pour se faire soigner, on se rend à l'étranger. Pour une crise, on se rend. C'est comme si, en ce qui concerne des soins à prodiguer, il n'y a rien. Il n'y aurait rien en Haïti. Bon, je pense que parfois il y a un peu d'abus où les gens en fait sont plus à l'aise en fait à l'étranger. Il y a des gens qui ont même leur médecin traitant à l'étranger. On ne peut pas dire que nos médecins sont totalement inefficaces ou que nos hôpitaux sont totalement désuets et qu'il n'y a pas de service. Je pense que ce ne serait pas conforme à la réalité. Par contre, il y a des cas qu'on n'est pas capable en fait de prendre en charge. Je pense que le sénateur Marcellus a dû se rendre à l'étranger parce qu'on n'était pas en mesure de... C'est un cas urgent. Là, vraiment, il y a de l'urgence. Mais je pense que le réflexe est tellement présent qu'on a l'impression que même pour une migraine, nos officiels vont à l'étranger. C'est pas normal, en fait. Il faut apprendre à valoriser ce que nous sommes, ce que nous avons. Je pense qu'on a de bons médecins en Haïti. Parfois, et les hôpitaux n'ont pas nécessairement tous les équipements nécessaires, mais on a des hôpitaux qui fonctionnent correctement. Donc, il faut valoriser, il faut en fait appuyer. Même les chefs d'État qui ont des médecins haïtiens, on a l'impression que c'est pour les premiers soins. Le problème se pose, ok, ils font appel à leurs médecins traitants, leurs médecins personnels, mais ne vous en faites pas, hein, ils vont quand même partir pour l'étranger pour se faire soigner. Bon, il faut arrêter de provincialiser Haïti. Je pense que dans la tête de beaucoup de gens, Haïti, c'est une province en fait d'autres pays. Donc il faut se dire qu'on est une nation, qu'on est un pays. C'est pour ça qu'il faut renforcer les infrastructures existantes. C'est pour ça qu'il faut définir en fait des politiques. Il faut que les acteurs assument leurs responsabilités. Parce qu'en fait, souvent, on voit la méga structure, mais on ne voit pas en fait au niveau des détails, on ne voit pas au niveau des gens qui doivent prendre des décisions au quotidien et qui ne les prennent pas parce qu'en fait, ils n'assument pas leurs responsabilités ou qui attendent qu'il y ait une autorité supérieure qui leur dise ce qu'ils doivent faire. Moi, je pense qu'il faut que tout un chacun assume ses responsabilités et pour qu'on ait un pays meilleur. Reynald Lebéris, vous pouvez nous parler un petit peu du travail que fait un secrétaire général? En quoi consiste le travail d'un secrétaire général du Conseil des ministres? La première chose, il organise les conseils des ministres. En fait, le Conseil des ministres, c'est le lieu politique par excellence du gouvernement. C'est le lieu de concertation, en fait, où se prennent les grandes décisions gouvernementales. Et il s'assure que les projets de normes soient conformes à la législation. Il prépare, en fait, par exemple, les avant-projets de loi qui vont être adoptés en Conseil et pour être transférés plus tard au Parlement. En gros, en fait, il participe à la définition des politiques publiques et à la matérialisation en fait, des politiques publiques prises, décidées par le gouvernement. Il ne fait pas le suivi
de certaines décisions? Certaines décisions, notamment les décisions normatives, par exemple, lorsqu'un projet de loi a été adopté, normalement on le transfère au Parlement et on regarde un peu quand est-ce que le ministre va en faire le dépôt, quand est-ce qu'il va passer en fait pour faire pour quand le texte va être voté, etc. Il fait le suivi d'un certain nombre de choses, mais pas de toutes les choses, parce que c'est la primature qui s'en charge, en fait. Vous n'avez pas non plus les oreilles des ministres, du président? Avec les ministres, on a un lien de collaboration. Donc oui, enfin, on est collègues, on travaille ensemble, on regarde les difficultés, etc. Mais un ministre, en fait, est autonome. Un ministre, en fait, dans son secteur... en plus du travail d'assurer le suivi, c'est des problèmes qui se posent et qui suscitent des interrogations. Est-ce que vous n'avez pas le pouvoir d'en parler, que ce soit seul à seul ou en tête à tête, si vous préférez, à un ministre? Par exemple, poser certains problèmes. Je ne sais pas si c'est un pouvoir. C'est en fonction de la... Je dirais prérogative. Et on peut en parler. Et on peut aussi en parler au président de la République, au Premier ministre, et faire en sorte que ce point-là soit à l'ordre du jour du plus prochain Conseil. Et si c'est quelque chose qui concerne tout le Conseil des ministres, maintenant si ça concerne un ministre en particulier, on peut avoir une approche en fait de collaborateurs, où on essaye d'en parler, mais le ministre en fait n'est pas obligé d'écouter le secrétaire général du Conseil des ministres, puisqu'il a son supérieur hiérarchique qui est le Premier ministre, donc il peut attendre que les instructions viennent directement du Premier ministre. Bon, on sait qu'il y a le Conseil des ministres, qu'il y a aussi le Conseil du gouvernement, mais le secrétaire général dépend directement de la présidence ou de la primature? Le secrétaire général, en fait, son bureau est au Palais national, donc à la présidence. Il travaille en fait avec le Premier ministre, notamment pour la définition de l'ordre du jour du Conseil. Il prend ses instructions soit du Premier ministre, soit du président de la République. Est-ce que le secrétaire général peut, par exemple, attirer l'attention du président ou du Premier ministre sur ce point de préoccupation, puisque les Haïtiens se posent la question, pourquoi chaque fois un officiel a un besoin de se faire soigner et qu'il se voit obligé de se rendre à l'étranger, à Cuba, en République dominicaine ou aux États-Unis? C'est une question qui était déjà en fait sur la table. Malheureusement, on a une machine qui est lourde et lente. Il y a plusieurs réunions en fait qui ont été faites autour de la nécessité d'un hôpital de référence en Haïti. La question a été posée autour de l'hôpital général. Est-ce que l'hôpital général ne devrait pas être un hôpital de référence? Il y a d'autres centres en fait pour lesquels la question avait été posée aussi, pour qu'on ait un hôpital qui puisse en fait soigner des pathologies graves ou prendre en charge en fait des cas d'urgence. Donc la question est là. Je pense que la ministre de la Santé publique y travaille avec la primature. L'essentiel maintenant, c'est d'aller plus vite parce que ça ne peut plus durer. On n'envisagera pas non plus de renforcer le système sanitaire haïtien? Parce que là, il paraît qu'autant qu'on n'a pas de confiance dans les autorités, c'est autant qu'on n'a pas de confiance dans notre système de santé, système judiciaire, système éducatif et autres. On fonctionne, on vit sans confiance, sans avoir de la confiance. Alors, il y a un travail de pédagogie à faire. La confiance n'est pas nécessairement en lien direct avec la réalité. La confiance peut être en fait de l'ordre psychologique. En fait, quand on n'a pas confiance, ça ne veut pas dire que nos médecins ne sont pas bons, ça ne veut pas dire que nos médecins ne sont pas efficaces. Parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent ne pas être toujours en fait en situation de faire leur travail pour des raisons logistiques, etc. Mais nos médecins sont bons. On a de très bons médecins. D'ailleurs, quand ils sont à l'étranger, ils brillent. On a des médecins qui ont été formés à l'étranger aussi, qui sont dans le pays. Donc, c'est faux de croire que nos médecins ne sont pas bons. Maintenant, il y a un travail de... Vous savez ce que les gens disent? Je ne sais pas. Okay. Les gens disent que nos médecins ne sont pas pour les officiels haïtiens. Nos médecins sont pour les gens comme moi et ceux qui n'ont pas d'argent. Ou encore, bon, ceux qui ont de l'argent vont à l'étranger aussi pour se faire soigner. Les centres hospitaliers haïtiens et les médecins haïtiens ne sont pas pour les officiels. Moi, je ne dirais pas ça. Parce que, par exemple, je sais qu'il y a un célèbre médecin haïtien qui est à Miami.
enfin, on avait beaucoup de chefs d'État, quand ils vont à Miami, en fait, ils vont se faire soigner chez un médecin haïtien. Et donc, ça veut dire que l'affaire, ce n'est pas une question de nationalité haïtienne, c'est une question de confiance, une question de logistique. Donc, je ne suis pas sûr que tous nos officiels, en fait, vont se faire soigner à l'étranger au moindre pépin. Je pense qu'il y a effectivement une tendance... Quand même, tous les anciens chefs d'État, et pourquoi pas l'actuel chef de l'État? Je ne peux pas dire que tous les anciens chefs d'État se font soigner à l'étranger. C'est vrai qu'il y a une tendance à aller se faire soigner à l'étranger. C'est vrai que notre système sanitaire a ses problèmes, ses failles. Maintenant, il y a deux travails à faire. Enfin, il y a le travail de renforcement du système sanitaire. Il y a le travail en fait de confiance à effectuer. Alors maintenant, la question, comment créer la confiance? Comment faire savoir aux gens, si on ne prêche pas par l'exemple, que nos médecins sont des gens bien formés qui sont valables? Je suis sûr qu'il y a des médecins extrêmement compétents en Haïti. Peut-être qu'il faudrait trouver des mécanismes pour mettre en valeur nos professionnels, pour mettre en valeur nos médecins, pour en fait essayer de mettre le projecteur sur ceux qui brillent, en fait, ceux qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Il faudrait aussi qu'on arrive à investir dans la recherche aussi, parce qu'avoir des médecins performants veut dire aussi en fait avoir un système où des gens peuvent faire de la recherche, les gens peuvent faire de la recherche appliquée, etc. Donc, fondamentale et appliquée. Et donc, il y a tout un travail, il y a toute une politique en fait à mettre en place. Et je crois que la ministre de la Santé a une feuille de route assez solide. Maintenant, elle y travaille et il faut que tous les acteurs participent à ce qu'on ait un système meilleur. Il y a des gens qui pensent que certains médecins auraient eux aussi peur que la situation d'un officiel ne se détériore alors qu'il lui prodigue des soins d'urgence. Bon, peut-être. Ils craignent les représailles, dit-on. Ah bon? Bon, je ne sais pas, mais par exemple... Des médecins auraient cette crainte. Quand on est un professionnel, en fait, on est confiant, on connaît ses propres capacités. Donc, je ne pense pas, en fait, s'il doit arriver un malheur, il arrivera un malheur, donc, ici ou ailleurs. Maintenant, je pense que les professionnels aguerris ont confiance, en fait, dans leur art, en fait, dans leur métier. Donc, il n'y a pas raison en fait, à avoir peur. Bernard Luberis, merci infiniment. Et là, nous allons d'emblée parler de ce livre, Au nom d'une fille. Avant de vous poser des questions, avant de parler en long et en large du livre, deux petites questions. De quelle fille vous voulez parler? De votre fille ou... De ma fille ou pas, de toutes celles filles... Non. De quelle fille vous voulez parler? Et peut-être de celles qui n'ont pas réussi à se faire élire au Parlement, de celles qui n'ont pas pu prendre part aux activités, enfin au processus décisionnel en fait, et qui normalement doit concourir à définir et redéfinir le vivre ensemble, de toutes celles en fait qui aimeraient exercer une profession, mais les conditions ne le permettent pas, de toutes ces filles-là en fait, au modèle. Ok. Le genre suscite des questionnements assez déroutants dans un monde qui se dit civilisé, mais reléguant en arrière-plan plus de la moitié de la population sous des motifs fallacieux de différence naturelle. On se demande bien ce que vient chercher la nature dans une question aussi fondamentale. Il s'agit de culture et de société, c'est-à-dire de choix sociétal, plus ou moins voulu, vécu, accepté et intériorisé, proposant des modalités d'application de dispositifs constitutionnels qui favorisent l'égalité des sexes dans les institutions publiques. Ce livre est en réalité une analyse de la situation de genre en Haïti. Il esquisse des éléments concrets en vue d'une meilleure intégration des femmes dans les espaces de pouvoir et de l'égalité des sexes. Les auditeurs et les téléspectateurs peuvent se rendre compte de cet exercice que j'étais en train de faire. Et justement, je lisais la question, est-ce que j'ai en face de moi aujourd'hui un féministe? J'ai peur des adjectifs qualificatifs et je ne peux pas dire que je suis féministe, je peux dire que moi je suis politiste.
C'est-à-dire, je suis praticien en fait de la science politique. Je regarde comment fonctionne la démocratie. Je regarde en fait quels sont les facteurs qui peuvent améliorer ou qui peuvent constituer un handicap pour la démocratie. Mais vous savez, bon, je n'ai même pas besoin de vous rappeler, Rénal Lubéris, que ce n'est pas un péché, hein? Absolument, ce n'est pas un péché. Le fait d'être féministe, d'ailleurs. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui vous l'avez écrit, et le féminisme est né sous la plume d'Alexandre Dumas. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Gadi Lissal, oui, qui a préfacé le livre. Qui a préfacé le livre. En fait, je ne sais pas si d'ailleurs, je ne suis pas sûr que je sois d'accord que effectivement le féminisme a pris naissance avec Gadi, avec Alexandre Dumas. J'aurais cité des gens en fait comme Olem de Gouges en France qui s'est fait guillotiner et qui a fait la déclaration de la femme et de la citoyenne. Enfin, il y a tellement de prédécesseurs en fait et donc de Spartacus, je dirais. Non, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont milité toute leur vie, qui ont pris des risques que moi, je n'ai pas pris. Il y a des gens dont le travail, en fait, a consisté à élaborer des théories, en fait, sur le genre, sur la situation des femmes, etc. Je pense que ces gens-là sont mieux qualifiés pour se dire féministes que moi. Moi, j'ai fait un constat en 2016 au Parlement, où pendant un an, on a fonctionné avec 0 femme. Je me dis que, en tant que société, comment on peut avoir un Parlement qui est représentatif, parce que l'on est dans un système représentatif, puisque tous les citoyens ne peuvent pas aller sur la place publique et dire qu'on va faire les lois. Ils ont désigné des représentants qui vont au Parlement pour le faire. Et c'est bizarre que la moitié de la population ne soit pas, en fait, de ceux qui vont prendre des décisions. À ce moment-là, je me dis qu'il doit y avoir un problème sur la qualité même des décisions qui vont être prises. Donc c'est ce qui me pousse à écrire ce livre, au-delà en fait de l'étiquette féminisme, enfin féministe ou pas. Mais c'est une question comme toute autre, non? Non, absolument. Enfin, la question a sa raison d'être, en fait, c'est sûr. Bon, alors on va revenir pour en parler et après la pause. OK. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Au nom d'une fille, œuvre de Rénal Lubéris. L'avant-signature, c'est pour aujourd'hui? À 5h à la réserve à Pétionville. On reviendra pour en parler. C'est le temps de la pause. À tout de suite, madame, monsieur. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous aujourd'hui. Rénal Lubéris, et on parle de son livre « Au nom d'une fille ». À bien comprendre, à bien cerner votre motivation, à bien la comprendre, vous vous érigez en défenseur des femmes absentes dans les hautes sphères de décision. Plutôt un défenseur de la démocratie. Parce que je pense qu'un système démocratique ne peut pas fonctionner sur la base de l'exclusion. Et donc, qu'il s'agisse de minorités, et comme des Noirs dans des systèmes où il y a le racisme, ou en fait de minorités, parce que là, ce n'est pas une question de nombre, mais en fait, c'est une question de position par rapport aux sphères de prise de position, de décision. Il s'agit de minorités concernant les femmes. Je pense que la démocratie fonctionnerait mieux s'il y avait des mécanismes qui permettraient la participation de tout le monde. C'est ça mon point, en fait. Les autres considérations sont peut-être secondaires ou relatives. Pour moi, c'est que si on est en démocratie, il ne peut pas avoir un groupe qui soit mis de côté pour des raisons non avouées ou non avouables. Et vous pensez qu'à travers cet ouvrage, l'auteur va sensibiliser ou encourager les femmes à s'impliquer dans la politique ou encore les autres acteurs à encourager les femmes à occuper certains espaces de grande décision? Question à deux volets. D'abord, inciter les femmes et d'autre part, encourager les acteurs à inviter, à faire venir les femmes dans les milieux de grandes décisions, dans les sphères de grandes décisions. Déjà, à travers le livre, c'est qu'on est en train de parler d'un sujet dont on n'aurait peut-être pas parlé en ce moment. Donc je pense que c'est un exercice de problématisation qui a du sens. Et le livre fait des propositions, en fait, et comment
permettre l'intégration de plus de femmes dans les sphères de décision. Et cette proposition-là, c'est par exemple le tirage au sort et de manière rotative de 30% de circonscription et, à chaque élection. Et la conséquence de tout cela, ça va permettre en fait d'appliquer la Constitution. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une Constitution qui fait à l'État l'obligation d'avoir un quota de 30% de femmes dans l'administration publique par ricochet en fait au Parlement. Or, aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Donc, c'est bizarre qu'une société puisse inscrire quelque chose dans sa propre constitution et faire totalement autre chose. Donc, pour moi, c'est que quand on a quelque chose dans la constitution, soit on l'amende, parce que ça ne nous convient pas, soit on l'applique. Et donc, dans ce cas d'espèce, je propose, parce que comme c'est difficile, je propose un mécanisme permettant d'appliquer ce quota de 30% qui est inscrit dans la Constitution. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de lire l'ouvrage dans son intégralité, étant donné que je l'ai reçu que quelques heures avant la tenue de cette émission, bien que la demande avait été formulée avant, la demande de participation à cette émission. Mais je crois avoir lu quelque chose qui a retenu mon attention. Quand on parle en fait, selon ce qui a été écrit, selon ce que j'ai lu, le rôle ou les rôles attribués aux femmes sont des décisions purement humaines et qui ne sont pas du tout naturelles. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exact. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que normalement, tout le monde aurait tendance à comprendre ou à croire que la femme comme l'homme sont deux éléments ou encore deux produits de la nature. Mais à votre avis, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les rôles attribués aux uns et aux autres n'ont pas été définis par la nature, mais par la société. C'est-à-dire, en fait, dire que les femmes doivent s'occuper d'une tâche spécifique et que les hommes d'une autre tâche, ça n'a rien à voir avec la nature. Ce sont des choix, en fait, de la société qui voient les femmes d'une certaine manière et les hommes d'une autre manière et décident que les hommes doivent être en fait ingénieurs, agronomes, etc. et que les femmes devraient être en fait à la limite institutrices ou infirmières, mais pas au-delà. Et donc moi je dis que c'est faux, la nature n'a rien à voir avec cela, c'est nous qui choisissons et si on a choisi de faire ainsi, on peut choisir de faire autrement. Comment le faire par exemple? Comment encourager les femmes? Comment encourager les femmes à jouer ce rôle, à jouer ce rôle? En arrêtant la socialisation différentielle suivant le sexe. Par exemple, on fait une socialisation, on sait que quand on a un petit garçon, il faut lui donner des voitures et éventuellement des armes. Et quand on a une petite fille, on va lui donner une poupée ou éventuellement des choses pour faire à manger. Parce qu'en général, les fillettes adorent les poupées. C'est pas naturel que les fillettes adorent les poupées. Les garçons aussi auraient pu adorer les poupées, mais les parents ne vont pas donner les poupées aux garçons parce qu'on pense que c'est pas bien de donner une poupée à un garçon. On donne une petite voiture. Écoutez, moi, mon garçon, qui aujourd'hui est un jeune homme, quand il était gosse, jamais j'aurais pu lui donner une poupée. Je lui aurais donné une petite voiture. Parce que justement, vous avez été socialisé vous-même à vous dire qu'à un garçon, on doit donner une voiture et à une fille, on doit donner une poupée. Si ça n'avait pas de conséquences plus tard sur le devenir collectif, ça aurait été rien. Mais c'est qu'en fait, sur le devenir collectif... Vous croyez que ça a une influence sur... Ah oui, il y a plein d'études qui ont été faites dessus. Et sur que l'impact de la socialisation différentielle, en fait, suivant le sexe, notamment à l'école, et sur le devenir, c'est en fait... Petit, et les enfants vont dire ce qu'ils aimeraient faire plus tard, par exemple. Et les garçons vont avoir tendance à s'orienter vers en fait, des métiers que la société considère et conforme en fait, au genre masculin. Et les filles vont s'orienter vers des métiers conformes en fait, au genre féminin. Finalement, on va arriver à ce problème où on a très peu de femmes en fait, aux hautes sphères de décision. Quand on regarde au niveau économique, il y a beaucoup de femmes dans les marchés. Mais quand on regarde au niveau des revenus, plus on monte dans l'échelle,
et moins il y a de femmes, en fait, et au niveau des revenus. Dans l'Église, il y a beaucoup de femmes, mais plus on monte dans les instances dirigeantes, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire, en fait, il y a un conditionnement. C'est très récemment là que dans certaines églises, que les filles peuvent devenir pasteurs, par exemple. Et alors que pour parler de Dieu, pour apporter la parole de Dieu, on peut être une femme ou un homme, on peut le faire aussi bien. Et pendant très longtemps, on a considéré, jusqu'à présent, il y a des religions qui considèrent que ce travail-là, en fait, doit être un travail d'homme. Et finalement... Ça m'a posé cette question. Pour qu'ils ne soient pas affirmés tout à l'heure, on dit, Wendell sont féministes qui en font ça, donc pas de problème, bon, m'assumer. Non, mais c'est... Non, pas parce qu'une féministe, à votre place, il ne peut pas dire l'autre bagaille, il ne peut pas dire l'autre explication. C'est le même bagaille dans le col d'Abdim, Renal Luberis. Ce n'est pas que je compte, non, je ne pas compte d'explication, non, même du que c'est ça, même bagaille. Et je regrette que je me pour faire accompagner de féministes qui t'appellent parce que, en général, quand je les reçois ici, sur le plateau de la rubrique Le Point, j'ai toujours l'impression que certaines, pas toutes les féministes, certaines féministes pensent que je suis en face d'elles, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je me prends pile plaisir et je prends que m'apprécie en pile pour le travail. Je les accompagne parfois dans ce qu'elles font en termes de promotion pour l'émancipation de le travail de l'émancipation de la femme. Je les encourage, je les accompagne parfois. Mais là, explication sur le BAM, là, tu as l'impression qu'il y a que moi vraiment gagné un féministe en face. Tu as comme des déjà que ce n'est pas un péché. Absolument pas. En fait, et voilà, c'est que dans ma tête, il n'existe pas un féminisme, mais plusieurs féminismes. D'ailleurs, dans, dans le livre, en fait, ça. Et donc, finalement, il faut se situer, en fait, parmi tous ces féminismes, d'une part, en se disant féministe. Et on peut se dire féministe dans la mesure... On a posé une question à un professeur un jour, et en lui demandant, « Monsieur, êtes-vous marxiste ?» Il a dit, « Je ne suis pas marxiste. Mais si on considère que Marx a encore des choses à dire sur l'organisation sociale, sur l'organisation en fait, de la production, etc., et donc, dans ce sens-là, je suis marxiste parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses qu'il a dites et qui sont encore pertinentes. Et s'il faut dire ce que dans les théories féministes, dans les critiques féministes, est-ce qu'il y a des choses pertinentes? Je crois absolument oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle. Dans ce cas-là, on aurait pu dire que je suis féministe. Mais moi, je pense qu'il y a des gens dont c'est le travail. Moi, je suis politiste. Je réfléchis sur la société, sur les rapports de pouvoir, en fait, en réalité. Et c'est ma réflexion sur les rapports de pouvoir qui me pousse à écrire ce livre-là, en fait, un aspect particulier, en fait, des rapports de pouvoir. Et donc, c'est pas mon travail, d'ailleurs, c'est sur le pouvoir. J'ai écrit plein de choses. C'est mon premier livre sur le féminisme en tant que tel. Mon dernier travail sur le féminisme, c'est des travaux que j'ai faits à l'université quand j'étais étudiant. Et donc, c'est pour ça que je n'ose pas dire que je suis féministe, parce que je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent ça, qui font ça toute leur vie, et c'est leur principale activité. Je pense que ce ne serait pas et juste à leur regard de dire que moi, je suis féministe. OK. Maintenant, à qui peut-on imputer la responsabilité, pour parler politique justement, si l'on tient compte de la configuration ou encore de la présence féminine au Parlement haïtien? Qui est responsable? Pourquoi on n'a pas beaucoup de sénateurs? Pourquoi on n'a pas beaucoup de députés, à votre avis? C'est peut-être, on dirait peut-être le système. Et le système dans le sens où, pour devenir député, sénateur, il y a des capitaux nécessaires. Et ces capitaux-là ne sont pas également répartis dans la société, suivant qu'on est femme ou homme. Par exemple, savoir et se battre dans des joutes électorales, avoir des capitaux économiques parce que ça coûte cher aussi, avoir les bons réseaux en fait pour financer sa campagne. Donc il y a un ensemble de capitaux sociaux, économiques, culturels, symboliques qui ne sont pas également répartis. Donc du coup, certaines femmes arrivent quand même à cumuler ces capitaux-là. Un sociologue comme Pierre Bourdieu les appellerait des miraculés, ceux qui arrivent par là en fait et par miracle quasiment, mais en fait la grande majorité n'y parviendrait pas. Et c'est comme en fait pour un noir réussir dans une société occidentale très fermée. Et on peut toujours réussir, mais on est un miraculeux parce que globalement, on ne réussit pas en fait. C'est un exemple que je vois. Le quota est de 30%? Le quota est de 30%. Vous seriez pour 50%? Et pour l'instant, moi je suis un réaliste. Pour l'instant, je dis appliquons ce qui est déjà là.
Appliquons ce qu'il y a dans la Constitution. Après, si ça ne fait pas son effet, l'effet escompté, à ce moment-là, on peut aller au-delà. Mais en réalité, en fait, le quota, la discrimination positive ou l'action affirmative est toujours une mesure provisoire pour corriger une situation d'inégalité de départ. Une fois qu'on aura fini de corriger une inégalité de départ, eh bien à ce moment-là, en fait, ça va se faire de lui-même. Tout à l'heure, en posant la question sur quelles sont les raisons qui la causent, qui en est à la base, quand j'ai parlé de socialisation différentielle, imaginons qu'en fait, des chansons très populaires. Il y a une chanson très populaire qui dit que « Tifiki, pas qu'on l'avait passé, Shitakai, maman ». Et donc, du coup, on crée des attentes en fait sociales, on crée des fonctions sociales. On dit que quelles compétences qu'on doit avoir, par exemple, pour devenir et pour se marier. Et donc, si on n'a pas ces compétences-là, donc du coup, on n'est pas compétent en fait au mariage. Et donc, on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié. Et donc, du coup, arrivé au foyer aussi, il y a déjà une répartition de tâches qui se fait. Donc, où l'homme doit faire quelque chose. Et donc, du coup, ce travail de la femme qui n'est pas rémunéré et qui n'est pas convertible, en fait, d'un professionnel. Par exemple, et si on était, par exemple, plombier, on veut faire autre chose, on peut écrire sur son CV, on était plombier, etc. Maintenant, c'est difficile de dire que chez moi, j'ai fait le repassage, etc., chez moi. Et donc, la société n'est pas prête, en fait, nécessairement à accepter ça comme étant une expérience professionnelle parce que ce n'est pas valorisé, ce n'est pas rémunéré. Mais vous admettez qu'il y a des progrès. Absolument. Des progrès ont été réalisés. Et je voudrais bien vous demander comment Reynald Lebéris, qui doit être dans la quarantaine, a été élevé chez lui. Il y a des choses qui ont été réservées aux filles, si vous faites partie d'une grande famille. Oui, par exemple, en fait, moi j'ai même occupé des chèvres et je n'ai jamais vu mes sœurs s'occuper des chèvres, par exemple. Et pourquoi ce choix, à votre avis? C'est pas parce qu'elles étaient un peu faibles, vulnérables? Non. Non, mais si vous êtes là, les choses les plus difficiles étaient confiées aux hommes ou encore aux garçons, non? On décide que ça, c'est une chose très difficile. Il y a peut-être d'autres choses plus difficiles. Par exemple, moi, je pense que parfois, faire à manger est très pénible, en fait. Et ça dépend des conditions logistiques, etc. Et on peut se brûler. Vous parlez de préparer à manger, c'est ça? Ah oui, ça peut être un travail pénible aussi, en fait. On peut prendre du plaisir à le faire, mais ça peut être pénible. Je ne pense pas que c'est la pénibilité qui explique cela. Je pense que c'est une disposition de la société qui veut qu'un certain nombre de tâches soient réservées aux hommes. Mais ça, c'est un exemple individuel qui ne sont... Les exemples individuels, en fait, en sociologie, marchent souvent très mal. Parce que quand on essaye de regarder, en fait, quelque chose de macroscopique... Oui, mais il faut tenir compte aussi du pourcentage. Absolument, en fait. Mais la statistique... De la quantité de gens qui sont dans la même situation que vous. Écoutez, vous estimez que c'est pénible. Il y a des hommes aussi qui ne vont même pas à la cuisine, qui n'iront même pas à la cuisine pour se préparer à manger. Parce que c'est pénible. Non seulement parce que c'est pénible, parce que tout simplement, ils ne pourront pas, ils n'arriveront pas à le faire. Parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. Ils n'ont pas appris à le faire, selon la société. À ce niveau-là, je suis peut-être d'accord avec vous. Eh bien, la société imposait un choix. Absolument. Aux parents, si vous avez un petit garçon, donc ne le laissez pas à la cuisine. D'ailleurs, moi, je ne paye pas, je me dis, petit garçon, pas aller. Non seulement mon caboulé, et puis c'est... Bon, pas que petit nom, qu'on connaît déjà, que je n'ai pas besoin de dire là, depuis que c'est route la cuisine, on comprend. Mais ce sont des choses qui évoluent avec le temps aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont consenti beaucoup d'efforts et ce n'est pas tombé du ciel. Il y a plein d'efforts qui ont été faits par des féministes, justement, des gens qu'on qualifie de féministes. Et non, mais elle l'affirme, elle ou il ah oui, non, c'est sûr. L'affirme, c'est sûr. Pas un problème. Pourquoi on s'en tient uniquement au quota de 30%? Pourquoi on ne dit pas confier 60-70% aux femmes? Pourquoi? Parce que ça aurait fait une révolution. Et les sociétés ont généralement peur des révolutions, des troubles, des bouleversements. Écoutez, toutes les révolutions ne sont pas forcément mauvaises. Ah non, mais... Si c'est pour une bonne cause. Et si c'est pour une bonne cause, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, la question, ce n'est pas de dire qu'on va inverser la discrimination. La question, c'est de dire, en fait, je pense que c'est une demande d'égalité. Parfois, on a l'impression, on a cette impression, justement. Que? On a cette impression qu'on veut inverser l'ordre des choses. C'est quoi l'ordre des choses? Je pourrais même vous poser la question, parce que vous venez justement de parler d'inverser
Vous avez dit que ce n'est pas nécessaire d'inverser l'ordre des choses. Vous l'avez dit aussi. Ah, ok. Donc, je parlais en fait de l'égalité nécessaire entre les deux groupes qui constituent la société. Maintenant, je ne pense pas que la démarche... Mais 30%, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas l'égalité, mais on dit 30% minimum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à 50%. Mais c'est en fait, il y a une obligation de 30%. Justement, 50%, pourquoi vous ne parlez pas de 60-70% non plus pour les femmes? Pourquoi? Mais pourquoi vous voulez ça, 60% Je vous pose la question. Mais personne ne demande 60% pour les femmes. Qu'est-ce qui vous empêche de demander 60% pour les femmes? Et parce que le postulat de départ, c'est de dire que, étant donné qu'elle représente 50% de la population, ça aurait été normal, en fait, qu'elle participe au moins à 50% dans les processus de prise de décision, ce qui paraît logique. Si maintenant on nous donne une pomme à deux, la logique voudrait qu'on prend la moitié chacun. Maintenant, si on fait intervenir d'autres facteurs, par exemple le fait d'avoir une jolie cravate, etc., à ce moment-là, vous pouvez en avoir plus. Mais sinon, enfin, la logique voudrait qu'on ait la part égale. C'est ça la logique, en fait, de l'affaire. Maintenant, quand on n'a eu pas une part égale, il faut trouver une explication. Et j'ai l'impression que quand on demande l'égalité, les gens vont questionner ceux qui demandent l'égalité. Alors que c'est ceux qui ne veulent pas l'égalité qui devraient s'expliquer. Est-ce que cette égalité ne se résume qu'à une question de quota? Et tout à l'heure, j'ai parlé de la qualité de la démocratie. Et donc, je pense que si on a une société représentative et qui fonctionne sur des principes du gouvernement représentatif, et c'est questionnable le fait qu'il y ait un groupe de la population qui soit totalement écarté ou quasiment totalement écarté des processus de prise de décision. À ce moment-là, on peut se demander, les décisions qui sont prises vont être prises au bénéfice de qui et comment elles sont prises. C'est ça la question, en fait, fondamentale. Si jamais on disait que, bon, de toute façon, dans les autres sphères, il n'y avait pas de problème de plafond de verre et que tout allait bien, à ce moment-là, on n'aurait même pas posé la question. C'est parce qu'en fait, justement, il y a ce problème de plafond de verre, il y a ce problème de représentativité dans un certain nombre de secteurs. Maintenant, la question se pose pour se demander, mais pourquoi? C'est la même chose qui a été faite quand il s'agissait du racisme aux États-Unis, quand il s'agissait du racisme en Afrique du Sud, etc., quand il fallait en fait faire participer politiquement. Parce que si aujourd'hui, en fonction de votre caractéristique physique, on avait décidé que, ou implicitement qu'il y ait un groupe en fait, qui ne participe pas, à ce moment-là, tout le monde allait trouver ça bizarre. Si par exemple on dit qu'en fait, en fonction de votre couleur, vous allez pouvoir participer ou ne pas participer, ou bien si quand on regardait en fait, en fonction de la répartition, on voyait qu'une couleur avait une prépondérance quelque part, à ce moment-là, on aurait posé la question. Pourquoi ne pas la poser concernant le genre? En termes quantitatifs, je dirais que les femmes sont supérieures aux hommes. Elles sont 51,8%. Pourquoi est-ce que les femmes ne votent pas pour les femmes? Parce que la politique ne fonctionne pas comme ça. La politique, c'est comme sur le marché, en fait. C'est un principe d'offre. En fait, il n'y a pas d'hypocrisie Je ne dans pense les pas. démarches? Je ne pense pas parce qu'en fait, quand vous allez voter pour quelqu'un, vous ne votez pas en fonction de son sexe. Vous votez en fonction de son programme politique, en fonction de son offre politique. Donc vous êtes en train de nous dire que les femmes n'ont pas toutes de bons programmes et c'est pourquoi on ne les a pas votées dans... Non, je suis en train de vous dire que les femmes sont rationnelles et donc quand elles vont choisir sur des bases en fait politiques et non sur des bases en fait en fonction du sexe de l'autre. Et par exemple, en fait, si on a une femme qui a une meilleure offre politique, forcément, elle va passer. Si il y a une femme qui a plus de capitaux, parce qu'il y a l'offre politique pour se faire élire, il y a aussi en fait les capitaux, c'est-à-dire en fait de l'argent pour faire campagne, pour mettre en fait une banderole à côté de la route, ça coûte. Pour mobiliser des gens en fait pour faire une manifestation, ça a un coût important. Donc tout le monde n'a pas toujours les mêmes capacités. Il y a des jeunes qui auraient pu se faire élire, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de capitaux. Et donc ça, c'est valable aussi pour les femmes en fait, qui n'ont pas nécessairement les bons réseaux et tous les capitaux nécessaires. Je crois. Et pourquoi ne pas mettre l'accent sur ce point? Créer des réseaux, chercher ses capitaux et se faire élire. Surtout les réseaux ont un mode de fonctionnement. Par exemple, les gens qui vont financer, ils vont financer la personne qu'ils pensent qui va être en fait élue. Et donc du coup, ici il y a Reynald Lebéris, vous êtes en train de me dire que les femmes ne sont pas solidaires? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais pourquoi vous voulez que les femmes soient solidaires en fait entre elles? Écoutez, en fait, je pense que les femmes devaient d'abord faire montre de solidarité entre elles. Quand il y a élection, eh bien, les femmes vont voter pour les femmes.
À ce moment-là, en fait, vous voulez davantage diviser la société que les femmes choisissent en politique en fonction du sexe. J'essaie tout simplement de comprendre pourquoi à 51%, on n'a pas beaucoup de femmes dans les sphères de décision. Je ne parle pas pour les postes électifs. Non, nominatifs, électifs. Je parle de postes électifs. Ça peut arriver que le président ou encore le Premier ministre ne soit pas intéressé à avoir beaucoup de femmes dans leur gouvernement. Ça peut être le contraire aussi. Mais pour voter, les femmes doivent sortir aussi, les femmes qui ont la majorité, et peuvent sortir pour aller voter et élire des femmes. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'en fait, les gens vont voter en fonction de l'offre politique et non en fonction du sexe de celui qui est candidat. La première chose. La deuxième chose, il y a l'offre en fait en termes de candidature. J'étais d'accord avec vous, mais je vous disais tout simplement, il n'y a pas de solidarité. Et il y a aussi en fait l'offre en matière de candidature. C'est-à-dire, en fait, regarder la liste des candidats et voir combien de femmes et combien de candidates qu'on a. À ce moment-là, on comprendra que l'offre de candidates est inférieure par rapport à l'offre de candidats aussi. Et maintenant, il y a aussi le fait d'oser poser sa candidature, parce que c'est une grosse problématique en Haïti. Vous n'êtes pas d'accord avec l'artiste haïtien qui demande qu'on donne le monde aux femmes, Jean-Jean Roosevelt? Qui demande ça, bon, Jean-Jean doit avoir ses raisons, mais... Vous n'avez pas d'opinion là-dessus? Je ne demande pas qu'on donne, parce que moi, c'est pas ma position. Ma position, c'est pas de donner le monde aux femmes. C'est dire qu'en fait, on l'a trop donné aux hommes et pas assez aux femmes. C'est quelque chose de différent. Donc vous êtes pour l'équilibre? Pour l'équilibre. Pour l'équilibre. Pour l'équilibre. Donner une partie du monde aux femmes, une partie du monde aux hommes. Parce que c'est la réalité du monde. La réalité du monde, c'est qu'il y a moitié de femmes, moitié d'hommes. Non. Beaucoup plus. Nous faisons beaucoup plus de femmes. Donc, on aurait dû avoir au moins 2% de femmes en plus dans les sphères de prise de décision. À ce moment-là, pour moi, cela aurait été parfait. Maintenant, ce n'est pas le cas. Je dis encore une fois, il n'est pas normal que la société fonctionne comme si de rien n'était et qu'on ait 147 personnes au Parlement avec 4 femmes. Et je pense que ça devrait choquer tout le monde, c'est qu'il y a un problème. C'est que si on avait, par exemple, 40%, 35%, etc., bon, peut-être qu'on n'aurait pas en train de faire ce débat. Mais le problème, c'est que justement, on a quelque chose comme 3%, un peu plus de 3% au Sénat. C'est problématique. Question des auditeurs. Et ça ne gêne pas, non? Ça ne dérange pas? Bon, ça dépend. Nous avons plus fait cap travail, mais est-ce que depuis le pendant l'État, il n'a pas représenté rien? Tandis que dans le poste électif, même fille pas voter. Ah, il y a des gens qui sont d'accord avec ça, me disent tout à l'heure, même fille pas voter pour fille. Est-ce que c'est nommé pour nommer seulement? Si même les femmes ne votent pas pour des femmes, est-ce que pour occuper des postes, elles doivent être nommées? Voilà le sens, si je comprends bien. Le sens de la question de l'auditeur. Et à l'auditeur de poursuivre, et bien dans ce cas, en suspend fait hypocrisie, n'a demandé pour intégration des femmes. Mais moi, je pense qu'il y a une position qui n'est pas juste. C'est quand on raisonne comme ça, on croit que les femmes sont à l'extérieur, en fait, du corps social et que les femmes ne sont pas obligées de la même socialisation. Or, la chose dont on parle concerne également les hommes et les femmes du point de vue de la socialisation. Je vais vous prendre un exemple, en fait, tout à l'heure, j'ai cité Bourdieu, je vais le citer encore dans un livre qu'il a fait, un petit livre qui s'appelle Domination masculine, et qu'il a écrit, en fait, sur la société kabyle en Algérie. Il a montré que le système patriarcat avait des gardiens hors pair, et ces gardiens-là, en fait, c'était des femmes, donc en l'occurrence des gardiennes. Ce sont les grands-mères, en fait, qui permettent au système patriarcal de se perpétuer parce qu'en fait, elles se posent comme garantes de la tradition, etc. À ce moment-là, en fait, on dirait que les femmes sont solidaires avec le système patriarcal ou alors les femmes sont solidaires avec les hommes au détriment des femmes. Il faut surtout pas se dire que les femmes vivent en fait hors contexte et que toutes les femmes sont sensibilisées par rapport
rapport à la question dont on est en train de débattre. Et il faut se dire que les femmes sont des êtres sociaux comme les hommes. Les femmes ont été socialisées comme les hommes. Les femmes ont des valeurs patriarcales, en fait, comme les hommes. Maintenant, la démarche, c'est d'essayer de dire aux gens qu'il est une situation anormale. Il y a des sociétés où des Noirs se pensent vraiment inférieurs par rapport aux Blancs. Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Alors, ça aurait été facile de dire qu'en fait, mais les Noirs ne devraient pas penser ça. Mais si, parce qu'en fait, ils sont aussi un produit social. Oui, ils ont été façonnés. Alors, question d'une auditrice qui est à l'étranger. Est-ce que c'est une question ou une remarque, une observation? Ok, je la partage avec vous. On est supposé préparer un enfant ou un garçon ou encore une fille pour l'avenir, à être indépendants et savoir comment faire une fois qu'elles seront à l'extérieur, soit pour étudier ou avoir leur propre appartement, et non pour bercer un homme de la même façon que leur mère le faisait pour eux dans un certain sens. Ça devient un chantage, et l'autre pense qu'il est le roi et a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il faut la balance des deux côtés. Vous réagissez à cette remarque? Si j'ai bien compris la remarque, c'est que la personne est contre la socialisation différentielle. Oui. Donc, oui, c'est... Oui. Ok. Nouvelle statistique de la population mondiale, 7,8 milliards d'habitants. Femmes, 5,6 milliards. Hommes, 2,2 milliards. Oh, je pense que c'est faux. C'est pas tout ça? Non, je ne pense pas qu'il y ait autant de déséquilibre. Sinon, on allait se retrouver dans une situation où il y aurait quasiment, en fait, pas d'hommes. Non, non. Et ça dérangerait? Je ne dirais pas que ça dérangerait. D'ailleurs, en fait, cette statistique aurait été faussée par un seul pays qui s'appelle la Chine, puisque la politique en fait d'enfants uniques adoptés en Chine, enfin c'est une grosse population, la population chinoise, avait été faite au détriment des filles, c'est-à-dire en fait étant donné que les familles n'avaient le droit d'avoir qu'un seul enfant, donc elles avaient une préférence pour les garçons. Donc aujourd'hui, on a une situation où on a plein de garçons, mais pas de filles pour marier les garçons, parce que la société pensait que c'était mieux d'avoir un garçon que d'avoir une fille. Et donc, non, cette statistique-là ne peut pas être possible. Okay. Quelles sont les revendications spécifiques des féministes? Toutes les féministes n'ont pas les mêmes revendications, mais il y a un courant dans lequel s'inscrit ce livre qui est plus ou moins le courant libéral, qui demande à ce qu'il y ait juste de l'égalité, en fait, ce que je suis en train de demander. Maintenant, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on entend par l'égalité? Et l'égalité de conditions, en fait, l'égalité sociale, égal accès aux opportunités, donc les mêmes opportunités pour les filles et les garçons. C'est-à-dire en fait que vous soyez fille ou garçon, avec en fait un diplôme, des compétences égales, vous devriez pouvoir avoir les mêmes opportunités. Donc que vous soyez fille ou garçon, vous devriez pouvoir vous faire élire en fait au Parlement avec les mêmes possibilités. Donc en fait c'est vraiment une égalité d'opportunités en fait sociale. Et comment renverser l'ordre des choses? Avec plus de sensibilisation à travers l'école, en fait, à travers les sphères en fait, de socialisation, doivent en être conscientes. Et je pense que ce travail-là est loin d'être gagné, compte tenu en fait, d'un certain nombre d'approches que les gens ont. On comprend qu'ils ne comprennent pas tout à fait le bien fondé de la démarche et le bien fondé de la question, alors que ce devrait être évident parce que le discours, enfin les discussions qu'on est en train de faire là, le débat qu'on est en train de faire, il y a plein de sociétés qui ont fait ça depuis les années 70 et qui sont passées à autre chose aujourd'hui. Le livre est dédié à quelle catégorie sociale? À tout le monde, en fait. À part le premier chapitre qui est un peu académique, où je passe en revue les différentes théories féministes, le livre, en fait, est un livre assez banal dans le sens de son accès, en fait. Et les étudiants peuvent trouver leur compte, et des gens ordinaires peuvent trouver leur compte. Je pense que tout le monde peut lire ce livre. Et à quel niveau, à votre avis, votre œuvre peut sensibiliser? Et déjà, le fait de faire une proposition claire sur l'application de la Constitution, le fait de poser le principe et que les différences sociales imposées ne sont pas biologiques, ce sont des différences culturelles et sociales.
le fait de problématiser le sujet, tout simplement, de le mettre en fait en débat. Parce que c'est moi qui l'écris en tant qu'homme, il y a plus de gens qui vont s'intéresser que si c'était juste des féministes, justement, qui l'avaient écrit, on aurait juste considéré que c'est encore un truc de féministes supplémentaire. Mais je pense que, et vu ma situation, donc ça permettrait d'avoir d'autres gens en fait qui en parlent que juste les gens qui y consacraient leur vie depuis au moins les 30 dernières années. Au nom d'une fille, ici vous ne parlez pas d'une fille, vous parlez des filles marginalisées? Des filles marginalisées du genre en fait, et des filles qui auraient voulu percer mais qui ne peuvent pas l'être parce qu'elles ont des blocages en fait sociaux au nom de toutes celles-là. La ventilature se fera où? À la réserve cet après-midi à 5 h. Et le prix du livre? 1000 gourdes. 1000 gourdes. Vous invitez toutes les femmes à... Tout le monde, les hommes et les femmes. En fait, je suis pour l'égalité. Ah. Merci Reynald Lubéris. Au nom d'une fille, le tout dernier livre en ventilature de Reynald Lubéris, je rappelle qu'il est donc professeur de sciences politiques à l'Université d'État d'Haïti, qui a enseigné à l'Université Quisqueya, à l'Université Laval et à l'Université Paris 8, France. Il a été conseiller diplomatique de Michel Martelly et conseiller politique du président Jovenel Moïse. Il est depuis 2017 secrétaire général du Conseil des ministres. On n'aurait pas cru que vous auriez déjà toute cette carrière après vous. C'est bien gentil de dire ça. C'est pas pour vous envoyer des fleurs, je viens de le lire, et c'est pas moi qui l'ai écrit non plus. Hein. Je ne fais que répéter. C'est la réalité. C'est la réalité, voilà. Reynald Lubéris, bonne chance, et ce soir, ventilature du livre Au nom d'une fille, c'est à la réserve. Merci d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. Merci Métropole. Merci à tous, merci de m'avoir permis de parler de genre. C'est ça, bonne chance et à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Reynald Lubéris était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8 h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.